Aujourd'hui, on parle du rôle du manager dans les nouvelles façons de travailler. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Je reçois aujourd'hui Jean-Christophe Pittier. Il est COO chez Microsoft France. Il va s'appuyer sur une récente étude du Work Trade Index, une étude menée auprès de plus de 30 000 personnes dans 31 pays, pour nous parler des nouvelles manières de travailler dans l'entreprise. Mais le plus intéressant dans notre conversation, ce sont bien sûr les conseils concrets qu'il va nous donner pour adapter notre mode de management, que l'on soit chef d'entreprise ou manager. Et tu verras que c'est plein de bon sens et bien plus simple que ce que l'on se l'imagine en général. Et comme d'habitude, tu recevras demain mon décryptage par mail si tu es abonné à ma liste de mails privés. Pour t'abonner à la liste, il suffit d'aller sur outildumanager.com, c'est gratuit. Mais pour le moment, place à notre conversation avec Jean-Christophe Pittier. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Cédric, ravi d'être ici. Eh bien moi aussi, ravi de t'accueillir. Alors, on démarre toujours un petit peu de manière traditionnelle. Ce que je te propose de faire, c'est de nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, où tu es maintenant et vers quoi tu vas. Vaste sujet. Non, alors je suis Jean-Christophe Pittier, je suis le COO et CMO de Microsoft en France. Et d'où je viens, j'ai passé près de 20 ans chez Microsoft, dont 10 ans aux États-Unis, basé à Seattle, où je me suis occupé entre autres côté engineering du lancement de Microsoft Teams, puisqu'on va parler de travail hybride, mais qui est un outil dont beaucoup d'utilisateurs français utilisent tous les jours. J'ai aussi géré Microsoft.com, donc toute notre partie retail, la partie retail et online de Microsoft au niveau mondial. Et donc, je suis revenu il y a à peu près 2 ans en France et chez Microsoft France pour m'occuper de tout le marketing et des opérations de Microsoft en France. Voilà. Et sinon, je suis le papa de 3 grands garçons qui ont 17, 19 et 21 ans et qui sont au Canada et en Italie. Voilà. Le dernier en France avec moi. Très cosmopolite tout ça. Okay. Exactement. Eh ben bienvenue. En fait, le sujet qui t'amène principalement, c'est l'évolution du travail, en particulier le travail hybride. Et je crois que tu as des choses à nous dire parce qu'il y a une étude menée par Microsoft qui vient de sortir. Donc, je trouve que c'est intéressant que nos auditeurs sachent un petit peu les évolutions récentes dans le monde et en particulier en France dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors bien sûr, j'ai eu l'opportunité, la chance de piloter pour Microsoft en France le travail hybride pour nous, pour Microsoft en France. Je rencontre aussi beaucoup de clients, d'employés, d'étudiants en France sur ce sujet-là parce que c'est vraiment un sujet de société. On voit qu'on a eu en 2 ans une transformation majeure, peut-être la plus importante en fait des 50 dernières années sur la manière de travailler. Donc il y a beaucoup qui a été écrit dessus. Mais et donc en tant qu'entreprise technologique, si tu veux, nous on réfléchit aux impacts technologiques, aux outils qu'il faut donner, aux impacts sur la société, la manière de travailler dans les entreprises, aux impacts sur les espaces de travail, évidemment, la partie un peu immobilière. Et on essaye à la fois de s'appuyer sur des éléments qualitatifs, donc les discussions qu'on a, mais aussi quantitatifs avec cette étude. Donc je peux, en fonction de ce que tu vois, on peut aller pour tes auditeurs, je peux partager peut-être les résultats des études, des grandes tendances, ce qu'on voit. Tu me dis où tu veux qu'on aille. Peut-être que tu peux nous donner des chiffres parce qu'effectivement, on en a déjà parlé un petit peu ici et d'ailleurs j'avais reçu même quelqu'un qui était, je dirais, de l'autre côté du cadran, qui lui s'occupait d'aménagement de bureau et qui expliquait comment on pouvait faire pour à nouveau attirer les entreprises, les gens dans l'entreprise parce qu'ils avaient pris l'habitude de travailler de chez eux. Est-ce que t'as des chiffres en général? Est-ce que effectivement, moi, ce qui va nous intéresser, c'est on parle de révolution, mais voilà, moi, on a eu des chiffres, je dirais, tout au début du Covid en disant, c'est 30% des salariés, et la France était en retard et elle a rattrapé son retard, etc., etc. Mais en fait, j'ai jamais eu, moi, j'ai toujours du mal à avoir des sources fiables sur ce sujet-là. Qu'est-ce que ça dit déjà, je dirais, en termes de volume? Est-ce que vous avez, une notion?
Oui, donc je peux te partager. Donc nous, on a fait cette étude qu'on appelle le World Trend Index. Donc c'était en fin 2021 et début 2022 là. Et donc on a interrogé 31 000 personnes dans 31 Ouais. pays aussi. C'est 31 deux fois. Et on a aussi analysé des indicateurs d'usage, la manière dont les gens travaillent, entre autres dans Teams, dans Microsoft Teams, parce qu'on a plus de 270 millions d'utilisateurs. Donc, bien Ah évidemment, ouais. c'est anonymisé, mais ça nous donne aussi une richesse énorme sur la manière dont les gens travaillent et combien de temps ils passent en réunion. Et donc, sur la base de cette étude et de nos indicateurs, il y a plusieurs chiffres. Mais pour répondre à ta première question, ce qu'on voit, c'est que nous, les chiffres sur ces 31 000 personnes, et c'est toute population, tout type d'entreprise, donc c'est vraiment, on essaie d'être le plus représentatif possible, c'est que le travail hybride, il est en hausse de 7 points d'une année sur l'autre, hein, donc à 38%. Donc ça, c'est les chiffres 38%. Ok. 38%. Mais sachant que tu as Oui. une hétérogénéité énorme, si tu vas sur une population cadre, plutôt cadre ou travailleurs indépendants versus évidemment des gens qui sont sur des chantiers dans le retail, qui peuvent pas faire de travail hybride, tu as une très grosse hétérogénéité. Mais c'est 38%. Voilà, c'est Ok. plus 7 points. Et on voit que 53% des personnes qui ont été interrogées envisagent de passer à l'hybride, donc encore plus. Donc on voit que la transformation, elle y est. Et ce qu'on voit aussi, c'est que évidemment, les gens ressentent les avantages du travail hybride. Ça devient un élément très important dans l'équation vie professionnelle, vie personnelle. Et c'est encore plus vrai sur les jeunes générations, les moins de, j'ai envie de dire, 35 ans. Là, on voit qu'il y a même pas de retour en arrière. Pour eux, on le voit nous, quand on voit ces jeunes générations. La première question, dans une société comme Microsoft, donc il y a une majorité de cadres, la première question qu'on nous pose presque en entretien, c'est quelle est votre politique de travail hybride ou de travail à distance? Donc, Ok. Donc en fait, juste pour reprendre le chiffre, 38%, ça c'est le taux de gens qui sont déjà en travail hybride. Et dans ce qui reste, c'est-à-dire dans les 60% qui restent, il y en a quand même la moitié, plus de la moitié, qui s'interrogent ou qui aimeraient. exactement. Ouais, ouais, Exactement. ok. Et donc, ouais, et ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui recrute, elle doit quand même être au moins prête à répondre à cette question. C'est je fais pas, et si je fais, comment? Exactement. Et on le voit, hein, c'est dans certains métiers où il y a un manque de talent, la difficulté à attirer le talent, il y a une vraie guerre des talents, hein, surtout dans les métiers comme autour des technologies. Là, je vais parler un petit peu de Microsoft. Il y a une vraie guerre des talents parce que c'est des secteurs qui sont en croissance, parce que toutes les entreprises, même industrielles, comme les Renault, les Michelin et autres, deviennent aussi des entreprises qui font du software, du numérique. Donc, il y a une grosse recherche de talent. On le voit, hein, c'est la question numéro un. C'est je veux travailler dans une entreprise qui est flexible. Et on le voit, 53% des salariés veulent donner la priorité à la santé, à la flexibilité, au travail, et bien plus qu'avant la pandémie. Et, et lié à ça, mais je pense que je vais en parler, c'est un des enseignements de cette enquête, c'est qu'il y a près de 52% des jeunes, hein, des moins de 35 ans, on va dire, plutôt que des jeunes, la définition de jeune est relative, donc Ouais. 52% qui disent moi j'envisage de changer d'employeur cette année. Et sous-entendu, en plus, si j'ai pas la bonne équation professionnelle et personnelle qui va pour moi. D'accord. Ça, c'est quand même un message très fort. Et le 52%, il est important parce qu'il faut le mettre en regard. Les boomers ou les gens de plus de 45, 50 ans, ils sont que 23% à indiquer ça. Donc, tu vois bien ce décalage. D'accord, ok, hyper intéressant. Et alors, juste avant justement qu'on rentre peut-être dans la typologie des gens, c'est quoi les raisons qui sont mises en avant? En fait, qu'est-ce ok, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avoir un travail hybride, et donc quand on veut dire hybride, ça veut dire qu'il y a quand même une partie en présentiel, une partie en non présentiel. C'est quoi l'avantage qui est mis en avant principalement? C'est quoi la motivation des gens? Qu'est-ce qui les intéresse là-dedans? Écoute, je crois que c'est vraiment c'est cette notion de flexibilité. C'est cette notion de Ouais, flexibilité, c'est que je peux travailler, conjuguer d'abord essayer de mieux conjuguer l'équilibre personnel et professionnel. Et, ouais, et on le voit, hein, petit un, et je reviendrai dessus. Et deux, qui est lié à ça, c'est aussi j'ai envie de donner du sens à ce que je fais. Et pour moi, donner du sens à ce que je fais, on voit la notion de sens est très importante. Ça revient aussi à je ne suis pas prêt à sacrifier, on revient à cette notion d'équilibre vie perso privé, je ne suis pas prêt à tout sacrifier à mon travail, ce qui est peut-être une grosse différence des nouvelles générations. Ce qui est ouais. important de voir, je pense, c'est que
il n'y a pas de, même si on donne des chiffres en moyenne, il n'y a pas de profil unique. C'est très individualisé. C'est-à-dire que la notion de travail hybride va être très différente pour chaque personne, même au sein d'une même société. Et quand je dis ça, c'est vraiment, tu vois, je pose la question à même des clients ou chez Microsoft, j'ai pas la même réponse en disant c'est quoi pour toi le travail hybride. Il y a certaines personnes qui vont me dire, pour moi, c'est surtout pas, je vais prendre cette anecdote, mais surtout pas être chez moi le mercredi parce que j'ai mes enfants et je peux pas travailler. Mais tu as l'autre moitié des personnes qui vont dire, ben non, pour moi, le travail hybride, c'est être chez moi le mercredi, parce que je peux travailler, mais aussi m'occuper des enfants, parce que c'est le jour des enfants. Donc, tu vois, ça se divise en deux. T'as des gens qui te disent, le travail hybride, pour moi, c'est, je veux pouvoir venir 2, 3 jours par semaine de manière fixe, et d'autres qui vont dire, non, moi, je préfère faire une semaine sur deux parce que ça me permet d'être ailleurs, en famille ou d'être à l'étranger. Donc, tu vois que tu as cette notion d'individualité. Tu n'as pas one size fits all, comme on dit en anglais, Ouais, de solution unique qui correspond à tout le monde. ouais, Et, ouais. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, moi, je suis pas dans mes entreprises sont pas des entreprises de haute techno. On est plus dans un contexte, allez, on va dire industriel, on va dire comme ça. Et effectivement, je suis pas dans une région attractive, donc c'est intéressant pour moi de pouvoir bénéficier de l'hybride en tant qu'employeur. Et quand je parle du travail à distance ou du travail hybride avec mes collaborateurs, il y en a qui me disent, moi, je veux surtout pas parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver à travailler à la maison, là où il y a mes enfants. Et c'est aussi mon ressenti, donc je suis content que ce soit ah oui, confirmé dans cette mais étude. Mais en fait, finalement, est-ce que c'est pas ces nouvelles libertés qui est apparue sur le marché du travail, qui n'existait pas avant, et par la force des choses, les entreprises ont été obligées d'y faire goûter à leurs salariés. On a ouvert une porte finalement, et après, je suis assez d'accord. Finalement, ma question, est-ce qu'elle a vraiment un sens? Est-ce que la question finalement, c'est pas simplement, est-ce que moi, en tant que salarié, j'ai pas droit à ça? Et peu importe ce que je vais en faire finalement, je viendrai chez vous si j'ai droit à ça. Est-ce que c'est pas finalement juste un critère d'attractivité dont on ne sait pas finalement ce qu'on va en faire réellement? Moi, j'ai bien vu dans mes salariés, il y en a qui ont essayé et qui m'ont dit au secours. Je peux pas. Ça m'a plu au début et aujourd'hui, je veux plus de ça parce qu'en fait, je ne sais pas travailler de cette manière-là. Puis j'en ai d'autres qui ont gardé l'usage en disant mais non, mais pour moi, c'est un moyen au contraire parce que j'ai bien aménagé les choses chez moi, d'être tranquille, de pouvoir avancer sur des dossiers sans avoir tous mes collaborateurs qui m'interrompent en permanence, etc., etc. ouais, bah non, t'as bien résumé. Je pense que ce que tu dis là, ça il touche à 2, 3 points, je pense, très importants du travail hybride et de la manière dont les équipes veulent travailler. Un, t'as raison. Je pense qu'on a passé une porte, surtout en France. Là, on a passé une porte. Enfin, c'est un chemin à sens unique. Il n'y aura pas de retour en arrière, ça c'est sûr. Ouais. Euh, le point auquel tu touches, c'est comme on le disait, il y a hyper individualisation. Comment je donne de la flexibilité, l'individualisation, et on le voit, elle est très différente par personne. Mais en même temps, tu as le dirigeant d'entreprise que tu es ou que je suis. Tu as aussi comment je garde quand même le sens du collectif. Oui. Parce que c'est important. D'abord, il y a la performance. On est dans une entreprise, on a un but lucratif. Donc, à un moment, il faut quand même je m'assurer que l'entreprise continue à performer, à délivrer ses résultats. Et donc, il y a une culture commune, que quand j'ai des nouveaux qui sont embauchés, ils comprennent cette culture. Donc, c'est pour ça qu'on parle de travail hybride. C'est la liberté individuelle ou de la flexibilité plutôt que la liberté, pardon. La flexibilité individuelle, mais en même temps, il faut garder ce collectif. Donc, et là, il y a un petit côté paradoxal, et on le voit d'ailleurs. On le voit, d'ailleurs, les équipes le disent. On le voit dans cette étude. Hein, je reviens un peu aux chiffres, mais on appelle ça le paradoxe. 70% des gens disent je veux plus de flexibilité, mais en même temps, 70% disent je veux plus de social et de collectif. Donc, c'est là où tu vois, tu es dans ce paradoxe où toi, en tant que dirigeant d'entreprise, tu veux évidemment attirer les meilleurs talents, donner la flexibilité, mais tu veux aussi garder un peu de collectif. Donc, tu es en plein dans cette réinvention et de gestion de ce paradoxe pour nous. En fait, tu l'as un peu dit, je trouve, quand tu as dit tout à l'heure deux choses. Équilibre vie perso et vie pro, ok, ça tout le monde comprend. Et après, recherche de sens. Et quelque part, quand tu m'as dit ça, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans l'équation, la recherche de sens? C'est pas parce que tu es chez toi que tu vas trouver plus de sens dans ton travail. Parfois, au contraire. Donc, je pense vraiment qu'il y a les deux. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Moi, quand je rencontre alors plutôt, effectivement, des générations en tout de 30-35 ans, il y a à la fois, je veux être complètement, je veux pas qu'on m'ennuie avec des processus, des procédures, obligation d'aller à tel endroit, etc. Et puis aussi, ouais, mais il faut que mon travail ait un sens.
Voilà. Et Et la clé du succès, ce qu'on touche un petit peu, on a touché, mais c'est un peu l'éléphant comme on dit en anglais, l'éléphant dans la salle, mais on voit les managers, les employés qui sont un petit peu tiraillés entre les attentes des dirigeants et celles des collaborateurs. Parce que je parlais de performance collective, un petit peu, et les attentes individuelles. Et là, il y a plusieurs éléments qui sont clés qu'on voit. Je pense qu'il y a finalement, le monde hybride, et surtout dans les entreprises plutôt cadres, on le voit, le travail hybride ou le travail à distance, la performance des entreprises a été plutôt globalement très bonne. Hein. Tu vois, ouais. des résultats des 2 dernières années, il n'y a pas eu une dégradation de la performance collective. On sait qu'il y a des impacts sur la créativité, sur la collaboration entre équipes, mais globalement, la performance a été là. Donc finalement, c'est compatible. Euh, donc, Ça, c'est son étude qui le dit. C'est-à-dire que l'étude dit deux choses. L'étude dit oui, il y a les managers et sont un peu tiraillés entre les attentes des dirigeants je pense qu'on le voit quand même hein, un peu. On a envie que les gens soient un peu plus là et les attentes des collaborateurs qui veulent être plus de flexibilité. Mais in fine, ouais. moi, ce qu'on voit dans l'étude, c'est aussi quand on demande aux dirigeants ce qui se passe. Bon, il y en a 55% qui craignent que la productivité ait été affectée. Donc, il y a une vraie crainte des dirigeants sur est-ce que cette productivité a été affectée. Mais quand tu regardes les résultats des entreprises depuis 2 ans, que ce soit dans le monde occidental en tout cas, c'est que ça n'a pas démontré les résultats n'ont jamais été aussi bons. Alors, il y a peut-être d'autres facteurs en jeu. Mais donc, tu vois tu vois cet aspect-là. Et après, le travail hybride et la performance, pour revenir, parce qu'en tant que dirigeant, on se pose la question, je pense qu'il y a un élément clé pour faire du travail hybride un succès, c'est ce management, ce qu'on appelle par objectif. C'est-à-dire, et là, il y a une vraie évolution du management. C'est-à-dire que on n'est pas en management, t'es pas un manager qui gère à la tâche ou à l'activité si tu donnes des objectifs clairs à ton collaborateur, hein, que ça peut être des objectifs de revenus si c'est un commercial, de livrer un produit, de livrer un document, enfin, peu importe. Tu lui donnes des objectifs et à la limite, peu importe quand il le fait, comment il le fait, du moment qu'il le fait. Et donc là, c'est un élément clé. Dans ce cas-là, finalement, le côté on a besoin d'être tous ensemble au bureau, si tu as des objectifs clairs et que tu les donnes de façon clairement à tes managers, tu n'as plus besoin d'être au bureau tout le temps assis ensemble à côté. Mais c'est un vrai changement culturel à faire pour certaines entreprises, sur la partie management. Alors ça, c'est quelque chose chez Microsoft, dans une société américaine. Le management par objectif est quelque chose qui était très ancré. Donc nous, on n'a eu aucun problème à passer en 100% télétravail. Il y a d'autres entreprises, entre autres, là, je te vois sourire, mais peut-être en France, où on était un peu plus en... T'attendais la question. Moi, ça m'intéresse parce que tu vois, t'as passé une grande partie de ta carrière aux US et tu es depuis peu revenu en France et t'es français. Donc quand même, il y a quand même à mon tour de sortir l'éléphant dans la pièce. Il y a quand même une question. Voilà, est-ce que quelque part la culture managériale américaine, elle n'était pas plus adaptée à ces formes de travail que finalement la culture française? Tu vois, moi, il y a une observation que j'ai, hein, dont je suis absolument convaincu maintenant, parce que je n'arrête pas d'avoir des exemples qui confirment ça, c'est que si avant le Covid, donc avant le passage à un management hybride intensif, tu avais un système de management ritualisé en place, responsabilisant, qui n'est pas axé sur le contrôle, mais sur les résultats, etc., etc. Mais en fait, tu as passé la crise beaucoup plus facilement qu'une entreprise qui était fondée sur on est tous au même endroit, donc je peux te surveiller, quoi, finalement. Non, mais tu l'as très bien dit. Tu as très bien dit, c'est que les différences de culture, oui, le management à l'américaine et un management en général, faut faire attention quand même à généraliser, mais en général Mmh. quand même beaucoup plus basé sur le résultat. On te donne des résultats, tu les fais, super, tu les fais pas, bah c'est pas grave, tu vas chercher et tu vas, je caricature un petit peu, mais tu peux aller chercher un travail ailleurs et c'est émotionnel et il y a moins d'attachement, c'est beaucoup plus détaché. Enfin, la relation à l'entreprise est sans doute beaucoup plus détachée avec les inconvénients que ça peut avoir, mais Mmh. relation professionnelle. Alors qu'effectivement, en France, on est plus historiquement. J'ai vu en revenant, effectivement, on n'est pas forcément chez Microsoft France, parce qu'on reste une société américaine, mais dans d'autres sociétés, on est plus sur un management, comme tu disais, dans le contrôle, à la tâche, à l'activité. Il y Mmh. a là une relation à l'entreprise aussi qui est sans doute plus forte, qui est plus humaine. Et donc, c'est deux modèles différents. Je ne veux pas les juger, mais effectivement, le management au résultat, par objectif, est plus propice au travail hybride, permet plus facilement. Parce que ça Il y a permet. un autre truc que tu as dit, c'est que en fait, tu as dit qu'il y a 55% des dirigeants qui sont inquiets. Donc, pour moi, l'inquiétude, c'est plus un sentiment que quelque chose de factuel. Et ils sont inquiets sur la perte
potentiel de productivité. C'est-à-dire qu'ils sont pas inquiets. En tout cas, ils sont pas inquiets sur les résultats. Et d'ailleurs, tu le dis, les résultats sont là. Mais sur la productivité, ce qui est pas la même chose. C'est-à-dire que finalement, quand tu as quelqu'un qui est pas présent dans l'entreprise et donc avec lequel c'est difficile de contrôler le temps qui va passer sur chaque tâche, tu peux t'inquiéter sur la productivité, mais ça sert à rien. Ce qui compte, c'est les résultats finalement. Qu'il Exactement. mette 2 heures à les faire quand il est chez lui ou une journée à les faire quand il est chez toi, finalement, c'est peut-être mieux qu'il passe 2 heures à les faire quand il est chez lui. Si on regarde vraiment ce Ben oui. critère-là. Oui, non, tu Et... prêches un convaincu, là. À titre non, personnel, après 20 ans. C'est intéressant, c'est le décalage. Et que finalement, 55% des dirigeants sont inquiets. On regarde les chiffres. Après, moi, je pense que quand les dirigeants sont inquiets, c'est que probablement ils ont des signaux faibles qui leur font dire ouais, mais la performance de maintenant, c'est pas la performance de demain. Et donc, on a une perte de quelque chose probablement. Et alors, ce truc, il est splitté, c'est-à-dire que on est plus inquiet en France qu'ailleurs, ou c'est une moyenne C'était, il faudrait que je les ai pas là sous les yeux. De mémoire, c'était similaire en France et mondialement. Peut-être un tout petit peu plus en France, mais c'était pas d'un point de vue statistique significatif. Mais ce qui est intéressant, pour reprendre ton point, là, c'est 54%, ou 54, 55, c'est pareil, des dirigeants sont inquiets. Mais les collaborateurs, quand tu leur poses la question, est-ce que tu te considères plus productif qu'avant, ils sont 81% à dire oui. Donc tu vois bien ce décalage, d'ailleurs, entre les deux. Et ils le disent, ils n'ont pas d'intérêt, c'est anonyme, je veux dire, Oui. ils pourraient dire non, quoi. Il pourrait dire non. Après, c'est pour ça qu'on a un petit peu parlé du rôle de manager. Ça renvoie aussi sur le rôle un petit peu du dirigeant, l'évolution du dirigeant qui doit, finalement, comment je rends le travail en présentiel ou le travail hybride plus attractif. Hop, j'ai mon téléphone, pardon, je l'avais pas éteint. Le travail hybride ou présentiel plus attractif. Parce que finalement, on se pose la question, si mes employés, on peut retourner, si mes employés ont tellement besoin de flexibilité, ils ont moins besoin de venir au bureau, qu'est-ce que je dois faire dans ma méthode de travail, le pourquoi revenir au bureau et travailler en présentiel ensemble. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé chez Microsoft. On est d'ailleurs en train, chez Microsoft France, on a environ 2000 employés, pour donner une idée de la taille. On est 2000 employés. On a travaillé depuis 6 mois sur réinventer un petit peu nos rythmes. Finalement, je viens pas au bureau. Si c'est pour venir au bureau, passer 2 heures dans les transports, aller-retour, pour faire des conférences call sur un open space à côté de mon voisin, aucun intérêt. Donc, si je reviens au bureau, c'est pour créer ces moments de liens sociaux. Ça peut être des moments de ressources humaines importants, comme un entretien d'embauche, un entretien d'évaluation de performance. Ça peut être pour des réunions ou des sessions de brainstorming ou de co-création, qui est un peu le terme à la mode. On le voit, ça, clairement, on le voit avec le travail à distance, la co-création est quand même globalement moins efficace. Donc, on a réinventé nos rythmes de manière très concrète. On a défini, par exemple, un certain nombre de jours où les collaborateurs, on se dit, on viendra plutôt ce jour-là. Voilà, les journées, on crée des réunions qui sont sur ces thèmes-là, qui sont pas les réunions habituelles qu'on peut faire en mode à distance, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre. Je pourrais peut-être rentrer dans le détail si ça t'intéresse, mais sur ce qu'on a mis en place et comment on évolue. Et on apprend tous les jours, d'ailleurs. Il faut rester très humble. On apprend ensemble avec les équipes. En fait, aujourd'hui, on a besoin d'un pourquoi pour aller au bureau, alors que finalement, avant, on cherchait un pourquoi pour ne pas aller au bureau. C'est un peu ce qui a changé. Alors après, on est dans un contexte particulier. Microsoft, vous êtes, c'est plutôt du travail matière grise. Il y a des boulots où de toute façon la question se pose pas vraiment. Moi, j'ai des magasiniers, des gens qui produisent. Exactement. Voilà. Et là, il y a autre chose à gérer quand même au niveau des différenciations entre et de la cohésion justement entre ces populations-là et les populations qui elles peuvent tout à fait produire du travail sans venir sur le lieu de travail. Exactement. Et la collaboration avec ces gens-là, etc., etc. Par exemple, là je prends un exemple que peut-être toi tu n'as pas parce que tu n'es pas dans cette structure-là. Moi, je dois quand même créer des moments où les gens qui peuvent travailler à distance et les gens qui ne peuvent pas travailler à distance se rencontrent. Oui. Et donc là, ils se rencontrent pas virtuellement, ils se rencontrent en vrai. Oui. Tu vois, une acheteuse qui peut pas aller voir ses produits dans l'entrepôt, quelque part, ça peut être embêtant. Parce que il peut y avoir un décalage, alors qu'avant, elle allait dire bonjour au magasinier, regarder les produits qui étaient arrivés. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur, on va appeler ça peut-être des rituels qu'il est préférable de faire effectivement en travail
je dirais, au bureau? Travailler au bureau hybride, écoute, je vais plutôt prendre l'exemple de Microsoft Bien sûr. plutôt que certains clients, ce qu'on fait chez Microsoft en France. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est une anecdote, mais ce qu'on a vu, on a laissé le maximum de flexibilité. Déjà, on a mis en place chez Microsoft, peut-être intéressant, on a un accord de télétravail Ok. formel, légal, qui est en place et qui donne jusqu'à 3 jours de flexibilité, donc de télétravail possible aux collaborateurs sans aucune approbation du manager. C'est un petit peu. Après, si on veut passer à 4 jours, voire plus de télétravail ou de travail à la maison, il faut un accord du manager. Donc ça, c'est l'accord qu'on a mis en place. Ce qu'on a vu, c'est au départ, donc tu vois, en moyenne, on a dit, on pense que 2 jours de présentiel en moyenne pour toutes les équipes, c'était et sur la base aussi, parce que nous ont donné nos employés, c'est la bonne moyenne. On a testé ça, on a laissé la flexibilité, puis on s'est rendu compte finalement que les gens, si on coordonnait pas un petit peu, ils venaient, mais finalement les autres équipes ou leurs collaborateurs étaient pas là, ils se coordonnaient pas ensemble, ils venaient au bureau, puis ils disaient oui, mais quand je viens, finalement il y a personne, il y a pas les gens avec qui je travaille, donc ça marche pas. Donc on revient, tu sais, sur le côté, il faut de l'hyper flexibilité, mais il faut un peu coordonner. Donc c'est là où à un moment on a dit bon, on s'est mis d'accord sur les 2 jours finalement, on va les organiser ensemble. Un moyen très concret, on va créer un rythme, on va dire. Il y a un jour qui est, par exemple, pour ma division, on vient ce jour-là, le mardi, le fameux mardi. Et puis, il y a un autre jour, le deuxième jour, c'est avec votre équipe projet, c'est avec votre équipe un peu plus transversale. On travaille beaucoup en transversal. Ça, c'est le deuxième jour. Et ça, vous vous mettez tous d'accord sur les jours sur lesquels vous venez. Pour que la majorité des gens reviennent les mêmes jours. Donc ça, c'est un rite qu'on a créé et finalement qui a permis de casser un peu ces types. Là, l'hyperflexibilité marchait pas, finalement. Ouais. Je suis vraiment dans du très très concret là, mais c'est hyper intéressant. Je trouve que là, du coup, ça fait quand même tomber peut-être certains mythes qui seraient, puisque les gens sont, je dirais, la moitié ou 60% moins plus là, alors j'ai besoin de 60% de locaux en moins. Bah non, parce que si le jour où ils sont là tous ensemble, t'as besoin des mètres carrés dont t'avais besoin quand ils étaient là à 100%, quasiment. Hein. Exactement. Oui, oui, non, c'est ce qu'on voit aussi. Alors ça, on y reviendra peut-être si on a le temps sur la partie immobilier et aménagement des locaux, oui. Mais ça, oui, donc c'est un rythme qu'on a créé. On a créé, donc c'est ce que je disais un petit peu, on a créé un guide des réunions et des raisons qu'on proposait plutôt de faire en remote, à distance, en hybride, avec des gens dans la salle, qui pouvaient être d'ailleurs avec des gens dans la salle et des gens à distance, et complètement en présentiel. On a créé ce guide avec les équipes. Pareil, pour se dire finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, on recommande fortement, c'est des recommandations, tous les entretiens de recrutement, les entretiens d'évaluation, les moments HR, les moments conviviaux, les grosses réunions d'équipe, etc., les kick-offs, les réunions de travail, ça de les faire en présentiel. Tout ce qui est réunion, par exemple, on s'est rendu compte à l'usage. Par contre, au contraire, tout ce qui est réunion un petit peu de suivi du business, on va regarder des tableaux très détaillés, présentation un peu plus formelle, ça on dit, ça c'est très bien de le faire à distance, il n'y a pas besoin d'être dans la même salle. Donc on a créé ces guides pour aider les managers et les collaborateurs aussi à se coordonner. Parce qu'on revient au point d'avant, c'est vraiment on se rend compte, c'est comment on associe cette hyper flexibilité, cette individualisation, avec quand même garder un côté collectif et orchestrer tout ça. Absolument. Et je dirais même, il y a encore un autre volet qui est l'asynchrone. C'est-à-dire que finalement, une présentation de chiffres, est-ce qu'il faut vraiment que tout le monde soit là en même temps à partir du moment où c'est un truc descendant, c'est de la communication descendante? Est-ce que le fait de l'enregistrer, de le regarder dans la semaine au minimum, est-ce que c'est pas plus efficace finalement? Et c'est un très bon point que tu amènes, c'était mon troisième point, tu vois. Donc c'était la partie on a repensé les règles de travail synchrone et asynchrone. Ouais. C'est vrai qu'il y avait alors ça c'est pas français, hein, ça c'est mondial, il y a la réunionite et ses meetings, ces réunions de début à la fin. On a repensé, réexpliqué aux équipes, il y a pourquoi vous pouvez le faire. Ça, vous pouvez le faire en réunion, il faut être ensemble au même moment. Puis il y a des tas de sujets où vous pouvez travailler à distance sur un document. Il n'y a pas besoin d'être ensemble. Il y en a un qui peut travailler le matin, plutôt le matin, le soir. Donc on a réexpliqué aussi ces réunions, ces moments de travail synchrone et asynchrone. Surtout que maintenant, les outils, toutes les technologies permettent assez facilement de travailler en mode asynchrone. Entre l'email, le travail collaboratif sur un document à plusieurs où tu édites et puis tu vois les modifications faites par les autres collaborateurs. Enfin, tu as des tas d'outils qui te permettent de travailler en mode asynchrone.
Ouais, des captures vidéo Ouais. en disant, tu vois, là, je fais ça, je fais ça, je fais Voilà. ça. Une présentation qu'on peut enregistrer chez soi Voilà. facilement. Ouais, carrément. Et tu me fais penser, tu vois, le podcast est un bel outil asynchrone finalement. Oui, Tu l'écoutes à ton rythme quand tu veux en mode asynchrone. Et comme on l'a vu chez Microsoft, quand on a rajouté dans Teams la fonctionnalité qui permet d'enregistrer des meetings, ouais, des réunions, on a près de 30% de nos réunions, surtout quand c'est des réunions où il y a beaucoup de monde, les gens les regardent quand ils peuvent pas venir, ils les regardent après. ouais. Ça, c'est excellent. Moi, nous, on fait ça. Du coup, t'es plus obligé d'avoir tout le monde forcément présent, sauf les gens qui doivent prendre des décisions sur place. Et celui qui est pas là, il peut même la regarder en accéléré un petit peu. Moi, c'est ce que je fais quand je peux pas être là, en 1,5, et puis tu ralentis sur les moments qui te. Et du coup, tu restes connecté. Donc, Exactement. ouais, l'asynchrone, c'est très, très, c'est clair, c'est très, très puissant. Et en fait, ça n'est possible que si on est en visio, parce que si on fait la réunion en vrai, on peut pas. Enfin, c'est plus compliqué de l'enregistrer. Donc, Exactement. Exactement. et alors moi j'ai une question assez précise. Si tu vois, moi je crois beaucoup au one-to-one, au 1-1, c'est-à-dire à cette réunion hebdomadaire avec chacun de tes collaborateurs, où vous conseillez. C'est quoi les conseils de Microsoft là-dessus, ou c'est quoi, je dirais, les pratiques des gens? D'abord, c'est pas un outil qui est forcément utilisé dans beaucoup d'entreprises. Hein, cet entretien en face à face entre le collaborateur et son manager. C'est quoi vos Et d'ailleurs, est-ce que vous utilisez cet outil? Bien sûr, oui, oui, non, chez Microsoft, c'est fortement recommandé, c'est même presque imposé, j'ai envie de dire, d'avoir des one-to-one réguliers, c'est-à-dire au moins, c'est minimum une fois par mois, on recommande plutôt une fois par semaine ou tous les 15 C'est jours clair, avec tes ça me paraît. collaborateurs. Oui, donc c'est très fortement recommandé. Donc oui, on utilise beaucoup cet outil. Écoute, c'est une bonne question que tu poses. Il y a plusieurs dimensions. Je dirais, on a récemment, c'est ce qu'on a appris aussi, tu parlais de RIT pour les nouveaux. C'est-à-dire quelqu'un qui rejoint une équipe, un manager ou un manager qui se connaissent pas. Là, on recommande très fortement les premiers mois, premières semaines de les faire en présentiel pour apprendre à se Ouais, connaître, pour créer de l'informel, etc. Donc ça, sur les nouveaux, on a été très clair. Après, je veux dire, quand on se connaît, qu'il y a un suivi, qu'il y a un historique, c'est très flexible, sachant qu'il y a quand même une recommandation globale, c'est ce que je disais tout à l'heure, les moments RH, pour les one-one importants, où on va parler peut-être de carrière, on va parler ouais, de performance ou de revue des objectifs, on recommande de les faire en personne. Voilà. ouais. Je suis assez en phase avec ça. Moi, je trouve qu'on peut avoir des 1-1 de très haute qualité, même par téléphone d'ailleurs, c'est-à-dire à Ouais. distance, à partir du moment où on a construit une relation de qualité. Et c'est vrai que une relation de qualité, elle a quand même des moments où on a envie de se voir en vrai, quoi. Et effectivement, je pense que, comme tu dis, pour moi le 1-1 c'est à la semaine, mais pas forcément en présentiel. Par contre, Exactement. alterner, je trouve ça. Et ce que La tu clé, elle dis, est là en fait et ce finalement. que tu dis est intéressant, parce que ce que tu dis pour les one-on-one, chez Microsoft en France, hein, on est une microstructure commerciale, c'est la relation aussi avec tes clients qui Ouais, rend compte. Ces temps-ci, d'ailleurs, là, on a aussi redonné des recommandations qui sont que du beau sens, mais qui est avec tes clients pour créer cette relation, comprendre leur métier, leurs problématiques, leurs enjeux. On recommande de créer ces relations en présentiel. Après, effectivement, on se rend compte que tu peux aussi, comme avec certains de tes clients, tu peux faire la partie suivie une fois qu'elle est créée, la relation à distance. hmm, Mais ok, super. Euh, Si on parle de la fidélité, alors, parce que tout à l'heure, tu as dit, aujourd'hui, c'est carrément un critère de choix pour certaines générations, les moins de 35 ans en particulier, que d'avoir accès d'une manière quelconque d'ailleurs à cette possibilité de travailler en hybride. L'autre question à laquelle tu as partiellement répondu, c'est mais comment ensuite tu gardes les gens dans l'entreprise? C'est-à-dire, comment, en fait, à quoi est due la fidélité à une entreprise finalement? Est-ce que ça ressort dans votre étude? ça ressort. Mais là, je pense qu'on dépasse même on dépasse le travail hybride parce qu'en finalement, tu sais, tu rejoins une entreprise et tu quittes un manager. Je sais pas Ouais, si t'as entendu ça. Donc, j'ai envie de dire là, et chez Microsoft, on n'est pas différent. C'est la clé, déjà, la clé de la rétention. Je veux dire, il y en a plusieurs, mais la relation avec ton manager est une des clés essentielles de rétention. Et d'ailleurs, sur ce sujet, bon, il y a beaucoup on fait peut-être un petit aparté, mais tu vois, chez Microsoft, on a tous les 6 mois
une enquête de satisfaction des employés. Et il y a une des questions qu'on pose, c'est anonyme, hein, qu'on pose, c'est avez-vous confiance dans votre manager? Est-ce que votre manager vous traite avec respect, etc. Donc c'est quelque chose qu'on surveille de façon qu'on surveille, monitor peut-être, plutôt que surveiller, pas un bon mot, de façon très précise. Parce qu'on sait que c'est clé. Tu quittes une entreprise quand ça se passe mal, souvent avec ton manager. Après, donc c'est super important ce que tu viens de dire. Ça veut dire que le critère fondamental de rétention dans les entreprises, c'est le comportement du manager avec ses collaborateurs quand même. En tout cas, dans des sociétés de tech comme Microsoft, oui. Je ne veux pas généraliser sur des industries coutumières. Mais... Il y a une étude de Gallup qui est sortie là il y a déjà quelques années qui s'appelle It's the Manager qui dit exactement ça, hein, qui dit et voilà et elle a été faite aussi, c'est des plus grosses études qui ont été faites et elle dit clairement que le manager est clé en fait là-dedans et en particulier le fait que ce soit un manager coach, exactement, c'est-à-dire qui se soucie de la progression de ses collaborateurs et qui entretient une relation de confiance avec eux. Ouais. Et chez nous, on a mis en place dans le développement de manager, hein, quelque chose qu'on appelle modèle coach care. Alors c'est pour l'anglais, mais tu vois, modèle, c'est d'ailleurs le manager doit être un rôle modèle, il doit être un coach, exactement le terme que tu as employé, et care, il doit être dans l'empathie et sincèrement intéressé par le développement de son employé. Donc, il y a, pour revenir à ta question initiale, la rétention. Donc, le manager est critique, on vient d'en parler. Après, je dirais, il y a un deuxième pilier qu'on voit qui est, et on en a un tout petit peu parlé au début, qui est le sens. Est-ce que aujourd'hui, on le voit dans les métiers de la technologie, c'est la culture du profil, c'est pas donner du sens. Les gens, les équipes chez Microsoft restent entre autres parce qu'elles trouvent que dans une société comme Microsoft, tu peux aider à contribuer à résoudre certains problèmes sociétaux, que ce soit l'accès au numérique, la transformation des entreprises, etc., les problèmes de sustainability par le monde d'environnement. Donc cette notion de sens est extrêmement importante pour nous. Ça serait peut-être le deuxième pilier. Et le troisième, et finalement, c'est là. Mais là, et je crois que moi, c'est un peu plus anecdotique, mais c'est la partie, évidemment, tout ce qui tourne autour. Bah oui, voilà, les conditions de travail hybrides, ma rémunération. Bon, t'as tous les éléments un petit peu plus financiers et pratiques du deal. Mais si tu travailles sur ces trois-là, t'as le bon manager, t'es dans une entreprise qui donne du sens et les aspects un peu plus financiers / logistiques te correspondent. T'as des taux de rétention. C'est le triptyque pour garder des employés quand même motivés dans ton entreprise. Donc en fait, finalement, la relation, c'est manager. Le sens dont tu viens de parler, c'est-à-dire c'est quoi l'impact de mon travail globalement sur le monde. Et troisièmement, c'est est-ce que j'y trouve mon compte en termes de liberté et de conditions de travail. Exactement. Et en fait, finalement, bah oui, c'est quand même pas mal le bon sens qui nous dit ça. Il y a quand même un truc dont on n'a pas parlé, si t'as quelques minutes, c'est un sujet qui, à mon avis, va apparaître un jour. C'est, comment je vais dire ça? L'inadéquation peut-être entre ce que nous demande le Code du travail et le travail à la maison. Parce que c'est vrai que une des chimères, c'est de dire, bah, comme tu es à la maison, tu vas moins travailler parce que tu vas pas être suivi. Et moi, j'ai observé chez pas mal de gens qui étaient très dédiés à leur travail et puis qui n'avaient pas forcément appris à travailler chez eux, que c'était le contraire qui se produisait. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ils faisaient du travail non-stop. Finalement, l'avantage quand tu vas sur ton lieu de travail, c'est que tu arrives à une heure et tu t'en vas à une autre heure et qu'entre-temps, théoriquement, tu n'es pas censé travailler. Et en général, du coup, tu travailles pas. Ça veut pas dire que ton cerveau ne travaille pas. Mais voilà. Aujourd'hui, tout est confus. C'est-à-dire que il y a quand même une problématique qui est oui, on est OK, on est d'accord, on va noter les gens sur leurs résultats, mais attention, parce qu'on peut aussi se faire tomber dessus en disant oui, mais OK, vous regardez plus que les résultats, mais vous avez vu à quel coût vous obtenez les résultats, et là on est dans autre chose, c'est-à-dire qu'on peut être mis en cause en disant mais si vous ne monitorez pas justement le temps de travail de vos salariés, ça veut dire qu'en fait vous considérez qu'ils doivent travailler tout le temps. Et ça, je dirais, ça c'est peut-être une des grosses différences culturelles ou juridiques entre peut-être les US et la France. Non, c'est un très bon point que tu abordes, Cédric, et je pense qu'il est multifacette, oui. Il y a un point qui est d'abord qui est essentiel, qui est le droit à la déconnexion. Effectivement. Ouais. Alors, quelle déconnexion, mais quel droit à la déconnexion? Et chez Microsoft, on a bien évidemment on surveille ça de façon très précise. Et on a mis d'ailleurs un outil, allez, je parle un petit peu d'un outil, mais on a un outil qui s'appelle Microsoft Viva, qui te permet que tu reçois toutes les semaines individuellement, qui te donne
il te fait un résumé de ton amplitude de travail horaire. Est-ce que tu as travaillé beaucoup, tu as passé beaucoup d'heures, tu sais, au-delà des 9h, 18h? Avec quelles équipes tu as le plus travaillé? Donc, c'est un outil qui te donne un petit peu des insights, des enseignements sur ta manière de travailler. C'est individuel, c'est anonymisé, évidemment. Enfin, toi, tu le reçois pour toi, mais ton manager, il n'y a pas accès, c'est individualisé. Mais donc, le but est effectivement de t'aider aussi à manager ton droit à la déconnexion. Et les managers reçoivent aussi cette information, alors anonymisée, mais à un niveau agrégé pour voir dans leur équipe ce qui se passe. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent trop longtemps et autres. Donc ça, c'est le premier volet et qui est extrêmement important de ce droit à la déconnexion. Après, moi, là, alors je vais dire, c'est peut-être plus personnel ce que je vais dire. Je n'engage pas Microsoft, mais comme tu le disais par rapport aux États-Unis, moi, j'ai envie de dire, moi, j'ai envie de la partie flexibilité. Moi, j'ai envie de travailler quand ça m'arrange. Donc, moi, je suis du matin. J'ai envie de pouvoir travailler à 6 heures du matin parce que c'est l'heure où je suis plus productif. J'aime bien pouvoir envoyer mes emails. Comme ça, je démarre la journée ou envoyer mes rapports. Je démarre ma journée. Et ça, donc c'est vrai que j'ai pas envie forcément que le droit social m'empêche de faire ça. D'ailleurs, c'est pas l'objectif. Mais il y a clairement un équilibre à trouver entre cette flexibilité et aussi protéger les employés. Et chez Microsoft, on a quand même mis en place, pour rentrer dans le détail, effectivement, c'est 9h, 18h. On a imposé de ne pas avoir de réunion entre midi et 2 ou le minimum de réunions. On a raccourci les réunions. On essaie d'éviter des réunions d'1 heure. On passe à des réunions de 45 minutes. Donc, pour venir un petit peu sur des rites ou des pratiques, c'est aussi quand même des choses qu'on a mis en place. Parce que comme tu le décris, on a vu que certains, pas tous, mais certains employés, oui, ils étaient dans des tunnels. Ils étaient dans des tunnels du matin au soir. Ouais, c'est clair. Voir la nuit, etc. Et peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as parlé du manager, il y a la partie coach et il y a la partie care. C'est-à-dire que c'est quand même au manager de se rendre compte quand il a un de ses collaborateurs qui est en train de partir dans quelque chose qui n'est pas très sain au niveau rythme de travail. Je pense que ça, il y a la machine qui aide, et effectivement, c'est super intéressant d'avoir des warnings, etc., mais il y a aussi la relation qu'on a régulièrement avec ses collaborateurs qui nous permet de nous rendre compte s'ils vont bien ou s'ils vont pas bien, quoi. Donc, très clairement. Ok. Bah écoute, c'était super intéressant, je te remercie. Est-ce que, pour conclure, tu aurais des bonnes pratiques à partager, je dirais, dans ce domaine-là, en particulier celui du travail hybride, peut-être pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, un petit peu donner une espèce de mode d'emploi à l'entrepreneur ou au manager qui voudrait, je dirais, de ce côté-là, se structurer, se moderniser un petit peu. Non, mais je pense on en a beaucoup parlé, mais pour résumer, je pense que d'abord la flexibilité du travail, c'est pas une nouveauté, que c'est très lié on en a parlé, je pense, au management par le résultat, et qui est important de le regarder. Travail hybride, c'est l'avenir, donc ne pas résister, mais non, c'est plutôt l'accompagner, l'adapter à son entreprise, à ses équipes. On a beaucoup parlé de temps synchrone et asynchrone. Ça, j'y crois beaucoup pour conjuguer les aspects de performance collective et de besoins individuels. Et on n'en a pas trop parlé, mais c'est redéfinir les espaces de travail aussi. On a touché un petit peu. Et s'appuyer sur les bons outils évidemment, mais redéfinir les espaces de travail, c'est voilà, les open space, c'est sans doute faut les faire évoluer, c'est avoir des salles de réunion hybrides où nous on est en train chez Microsoft de refaire toutes nos salles de réunion où tu peux avec des caméras qui automatiquement, si tu veux, se centrent sur la personne qui est en train de parler, qui se met à la hauteur des yeux, ce qui fait que pour les gens qui sont à distance, ils ont l'impression d'être dans la salle de réunion. Donc ça c'est un exemple un petit peu très 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 pratique, mais repenser ces espaces de travail quand les gens viennent au bureau. Finalement, est-ce qu'il faut qu'ils aient des espaces plus de réunion, de co-création, etc. Okay. Donc ça, on n'en a pas trop parlé, mais je voulais au moins revenir, parce que ça va, pour moi, c'est un peu la dernière partie du triptyque, quoi. Il y a les people, les managers, il y a la partie des outils, mais aussi des espaces de travail physiques. Ouais, tout à fait, qui permettent d'ailleurs d'avoir les avantages des deux, en fait. Finalement. Exactement. Et tu peux même imaginer d'avoir une réunion de travail enregistrée pour les gens qui n'y sont pas et qui sera disponible en asynchrone, même si personne n'est à distance. Exactement, ouais. Et vous êtes, juste une dernière question, justement sur ce sujet-là, vous avez encore des espaces de travail individuels comment je veux dire, physique, ou finalement l'individuel il se fait chez soi? Non, chez Microsoft, on avait en France ou même au niveau mondial, on n'avait plus d'espace de travail. Pardon, en France, on n'avait plus d'espace de travail individuel. C'était ou des open space ou des salles de réunion.
Et puis, on est en train de réfléchir à comment on va les moderniser. On va lancer un grand projet de remodernisation de nos espaces pour les adapter au travail hybride, à ce qu'on vient de dire. Donc, c'est quelque chose on est en train de réfléchir. Super intéressant. Bah écoute, je te remercie infiniment. Je pense que c'était riche. Chacun en tirera ce qu'il a à en tirer, mais en tout cas, merci pour cette d'abord pour cette étude qui nous renseigne. On n'est pas en train de parler dans le vide, mais aussi, je suis sûr qu'il y a plein de bonnes pratiques qui seront utilisées pour les personnes qui nous ont écoutés. Merci beaucoup, Cédric. Est-ce qu'il y a un lien ou quelque chose que tu voudrais nous donner si les gens veulent creuser un petit peu ou... Écoute, j'ai envie de dire Microsoft.com. Je l'ai pas sous la main, mais il y a l'index sur Microsoft.com. Ils trouveront /fr pour la France. Ouais. Ils trouveront l'étude qui a été publiée avec cette étude-là et aussi des conseils sur la partie un petit peu sur les outils comme Teams et comment utiliser nos outils comme Teams pour travailler en mode hybride. Bah écoute, le mieux c'est que je mette un lien dans le descriptif du podcast. Donc si vous voulez creuser, eh bien, il suffira que vous regardiez le descriptif du podcast, vous cliquez sur le lien et vous pourrez voir en vrai à la fois l'étude qui a été faite et puis les conseils qui ont été donnés. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment 2 choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils du manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du manager, www.outildumanager.com. À bientôt, au revoir.